Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous en sommes maintenant à l'audition de deux groupes, c'est-à-dire le Conseil de la municipalité régionale de comté de la Matanie, avec le maire, M. Turcotte, ainsi que le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Matanie, avec la directrice, Mme Annie Veillette. Mesdames, Madame, Monsieur, bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Alors, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé, si vous voulez également vous présenter rapidement. Ensuite, on va passer à la période d'échange avec les parlementaires. Le temps est à vous. Merci beaucoup. Donc, je me présente, moi, c'est Andrew Turcotte, je suis préfet de la MRC de Matanie, également maire de la municipalité de Sainte-Félicité. Moi, c'est Annie Veillette, directrice générale du service d'accueil des nouveaux arrivants qu'on appelle affectueusement le SANAM en Matanie. Donc, on vous remercie beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à tous ceux et celles qui sont présents autour de la table là, pour nous écouter. Salut tout spécial à M. Bérubé, qui est notre député à la Matane Métis Matapédia. Donc, une petite mise en contexte, le SANAM et la MRC de Matanie ont un partenariat solide et efficace qui remonte quand même à plusieurs années. Donc, nous sommes souvent cités d'exemple dans d'autres milieux pour le travail entre le service d'accueil des nouveaux arrivants et le milieu municipal, bien sûr, et institutionnel. Donc, la MRC de Matanie présente un indice de vitalité économique négatif, se situe dans le cinquième quintile. Donc, nous sommes une municipalité, une MRC qui est Q5. La MRC de Matanie, on parle de 21 000 habitants répartis dans 11 municipalités, dans un immense territoire d'environ 3 400 km², qui est couvert par un seul organisme d'accueil et d'intégration et des personnes immigrantes. Donc, on parlait tantôt, comme Mme Veillette le disait, le SANAM. Donc, le SANAM peut nous offrir un service de qualité, mais malheureusement, par manque de ressources, la condition actuelle ne permet pas le financement adéquat. Malheureusement, nous ne sommes pas considérés comme une région éloignée comme les MRC du territoire de Gaspésie des îles de la Madeleine, qui sont quand même tout près de nous. On est à quelques kilomètres de la frontière, mais nous vivons exactement les mêmes enjeux que la MRC présente sur ce territoire. Malgré tout, le SANAM est quand même innovant et nous en sommes fiers en Matanie du service qui nous est offert, mais encore malheureusement sous-financé. Nous désirons que le soutien à la mission soit inclus, que le soutien à la mission inclue l'indice de vitalité dans le calcul du financement pour une équité régionale dans le financement public en immigration. Bien sûr, la Matanie a fait une planification stratégique qu'on a nommée la Matanie 2030. La MRC souhaite devenir un territoire attractif qui se donne les moyens pour réussir son recrutement et son accueil de nouveaux arrivants et également devenir un territoire où on y reste pour sa vitalité, son corps de vie et sa capacité à intégrer les personnes issues de tout horizon. Donc, dans cette perspective, la démarche de mobilisation et de concrétisation entamée en avril 2021 et financée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, a permis de jeter les bases d'un premier plan d'action territorial, collectif et concertant notre activité accueil, intégration et pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles en Matanie pour les années 2022 à 2025. Donc, bien sûr, il y a plusieurs intervenants et acteurs du milieu économique, social, culturel, municipal et communautaire, ainsi qu'éducatif, ainsi que plusieurs personnes immigrantes ont participé à une vaste consultation visant à identifier les besoins et les défis des personnes immigrantes lors de l'installation et l'intégration en Matanie. Donc, l'objectif était de répondre aux besoins et des défis spécifiques à notre territoire en matière d'accueil et d'enracinement des personnes immigrantes dans une perspective de développement durable et continu. Donc, vous avez bien compris que j'aimerais beaucoup mettre d'emphase sur le mot enracinement des personnes immigrantes. Donc, on travaille sur 4 grands axes. On a mobiliser et engager les partenaires dans le développement d'une communauté accueillante et inclusive. En deuxième axe, développer la concertation pour l'attractivité de la Matanie auprès des différentes catégories des personnes immigrantes. En 3, bonifier et développer le service d'accueil et soutien à l'installation des personnes immigrantes. En 4, mettre en place des conditions favorables à l'intégration, l'enracinement encore, je le répète, et pleine participation des personnes immigrantes. Prochainement, on a une nouvelle entreprise qui s'installe en Matanie, Duravit, on a fait une annonce cet été. On va avoir besoin d'environ 250 travailleurs. Donc, les organismes de développement économique du milieu travaillent activement pour positionner la Matanie comme un milieu attractif. Mais notre petite taille ne veut pas dire nécessairement qu'il était possible de recevoir de nouveaux arrivants. Les changements ou adaptations à faire sont au contraire parfois moindres que dans une plus grande ville. Donc, c'est beaucoup plus flexible. On a beaucoup plus de flexibilité localement et c'est beaucoup plus facile vu qu'on est quand même un petit milieu.
sommes très heureux de la proximité du bureau régional du MIFI, mais cependant, on sent souvent qu'il y a très peu de marge de décision d'un point de vue régional. Donc, même s'ils connaissent très bien notre enjeu, et on remercie le gouvernement pour avoir créé ces bureaux régionaux-là, mais ils sont souvent impuissants. Donc, ils ont une très bonne écoute, et ils ont ils ont une très bonne proximité avec les organismes du milieu, mais malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir discrétionnaire local. Donc, même s'ils connaissent nos forces et nos défis, ils ne peuvent quand même pas, ne peuvent rien faire en région sans l'accord, bien sûr, de leurs supérieurs. Donc, vous comprendrez que le bureau du MIFI, nous, au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est très, très important. On l'apprécie grandement, mais ce qu'on déplore beaucoup, c'est le manque de flexibilité qu'eux ont à l'interne. Donc, je passerai la parole à Mme Veillette. Rapidement, avant de parler des aspects de notre mémoire, je voulais quand même relever, parce que ce n'était pas couvert par notre mémoire qu'on a déposé, les travailleurs migrants étrangers. Nous, en Matanie, on en a beaucoup. Ils sont nombreux de plusieurs entreprises, notamment en transformation alimentaire. Malheureusement, c'est une clientèle qui est souvent pas couverte par les services du MIFI en accompagnement individuel. Donc, ça nous a amené à développer un nouveau service, un nouveau programme avec Immigrants Québec qui vient du financement fédéral, parce qu'on notait quand même des enjeux importants sur le terrain d'un point de vue humain, puis beaucoup de vulnérabilité par le statut précaire des travailleurs temporaires, d'avoir un permis fermé. Je trouvais ça intéressant en écoutant d'autres personnes que vous avez reçues à la commission, de voir que c'était un enjeu qui ressortait souvent, mais nous, on trouvait que des fois, c'était un petit peu un angle mort sur le terrain en lien avec les organismes communautaires financés par le MIFI, ou en tout cas, nous, en région, c'est comme ça qu'on le vit. C'est sûr que notre mémoire, il était très terrain comme proposition, là. Il y en a qui étaient très pointus, donc je ne reviendrai pas nécessairement en détail sur chacune d'entre elles. Je peux peut-être juste revenir sur l'idée cœur vraiment que M. le Préfet a un petit peu abordé, mais pour nous, ce qu'on trouve vraiment important, si on veut que le MIFI, ses actions en région aient plus d'ampleur, ce serait de vraiment mettre l'emphase sur de considérer l'indice de vitalité des milieux. Parce qu'un milieu dévitalisé ne pourra pas nécessairement réagir de la même façon qu'un milieu qui est en croissance, que sa population connaît moins d'enjeux sociaux ou économiques. Donc, nous, on trouve que ce serait une façon assez simple d'un point de vue mise en œuvre pour le MIFI, parce que c'est un indicateur qui existe dans d'autres ministères, de l'appliquer, donc de pouvoir reconnaître nos différences régionales, notamment d'un point de vue de vitalité. Un autre enjeu qu'on relevait pour répondre à nos besoins en région, c'est notamment tout ce qui est en lien avec le kilométrage, parce que nous, des fois, on doit se déplacer avec les personnes immigrantes. Puis ça, c'est vraiment pas inclus nécessairement dans la façon que le fonctionnement est avec les enveloppes qu'on a en ce moment, surtout du PACI. Mais l'indice de vitalité, ça peut être reconnu dans les autres programmes du MIFI, dont le PAC et le soutien à la mission, qu'on n'a pas présentement, mais qu'on dépose vendredi, qu'on aimerait beaucoup recevoir. Donc, sinon, on voulait aussi sensibiliser le ministère sur le fait que les organismes locaux, ça fait une différence dans un milieu quand il y en a juste un versus dans des milieux plus urbains où il y a plusieurs organismes qui sont peut-être actifs depuis plus longtemps ou qui ont plus sensibilisé. Nous, on est le seul organisme. On a souvent des partenaires qui sont à leurs premières interactions interculturelles, donc on a beaucoup de sensibilisation à faire. Les ressources manquent souvent pour sensibiliser tout le monde à la hauteur du besoin. Ça peut avoir un impact très concret pour les personnes immigrantes en termes d'accueil ou de rétention quand ils ont l'impression que les autres services publics ou communautaires qu'ils reçoivent ne sont pas nécessairement en lien avec, au courant avec leurs spécificités issues de leur parcours d'immigration. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de considérer nos enjeux de financement puis nos enjeux en région, parce que nous, on pense qu'on pourrait être un organisme très innovant qui a beaucoup d'idées en termes de régionalisation, mais malheureusement, les ressources financières qu'on reçoit directement pour ce projet sont vraiment limitées. Donc, c'est sûr que ça nous limite dans ce qu'on peut faire de développement de projets ou d'innovation en termes de régionalisation d'immigration en régions plus éloignées. Donc, et on voulait aussi relever que même si le ministère a des ententes avec le ministère de la Famille ou la CNSST pour régler certaines problématiques, vous avez souvent besoin d'intervenants locaux pour faire le lien vers ces nouveaux programmes-là ou ces nouvelles initiatives-là. Comme nous, on aimerait vraiment savoir une halte garderie en lien avec les personnes migrantes, le service de francisation, mais par manque de ressources, localement, en termes dans notre équipe, c'est difficile des fois de monter des nouveaux projets ou de faire les références de façon adéquate vers ces services-là qui sont ajoutés ou que des nouvelles ententes de façon plus générale qui sont faites.
Donc, je crois qu'on se rapproche de 10 minutes. Là. Je ne sais pas si on avait terminé. Vous pouvez, il reste encore 40 secondes, mais la ministre vous laisse du temps si vous n'avez pas terminé. Non, je pense que j'avais terminé là, pour 40 secondes. Bien, parfait. Alors, de toute façon, on va commencer la période d'échange avec les parlementaires. Alors, comme il s'agit d'une audition conjointe de 60 minutes, le temps est réparti ainsi. Le gouvernement, qui va commencer bientôt, 24 minutes, l'opposition officielle, 18 minutes, et le député de Matane-Matapédia, 6 minutes. Le temps est à vous, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le maire et préfet. Merci également, Madame Veillette, pour avoir pris part à cet exercice-là, un exercice fort important. On vous sent très engagé, très motivé à prendre action. Alors, je salue ça. Vous avez une belle proactivité en regard des thèmes de l'immigration en région. Alors, on va s'assurer de s'inspirer de votre réalité des choses et de vos propositions. Dans le cadre de votre mémoire, vous soulevez en fait qu'il y a un besoin de maintenir un critère d'analyse en lien avec le lieu d'établissement, le lieu de travail des personnes immigrantes, particulièrement là, pour le programme de sélection des travailleurs qualifiés, là, un nouveau programme qu'on a annoncé au printemps dernier, le PSTQ. Alors, à ce sujet-là, je voulais simplement vous mentionner que les offres d'emploi validées, que ce soit en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal ou à l'intérieur, vont toujours il y a toujours la possibilité d'avoir un critère qui est relié au lieu, soit hors CMM ou à l'intérieur de la CMM lors de l'invitation. Alors, c'est une dimension qui pourra être considérée. Donc, c'est simplement pour vous rassurer de ce côté-là. Il y a également des travaux là, qui sont en cours pour modifier la déclaration d'intérêt pour permettre de cibler plus facilement les personnes qui habitent ou qui ont étudié ou qui travaillent en région. Donc, vous savez que pour nous, la régionalisation de l'immigration, c'est vraiment une priorité. Alors, on est en train d'identifier l'ensemble des leviers, des mesures qui sont à notre disposition pour faire en sorte de poursuivre sur la lancée, parce qu'on a quand même eu une belle amélioration là, au cours des dernières années, 7-8 dernières années, en matière de régionalisation de l'immigration, et c'est important de poursuivre sur cette route-là. Alors, dans votre mémoire, vous mentionnez tous les deux, d'ailleurs, qu'il pourrait être intéressant de créer des enveloppes d'innovation pour favoriser donc la régionalisation de l'immigration. Et j'aimerais ça vous entendre là, sur les suggestions que vous avez à proposer pour faire en sorte que de telles enveloppes d'innovation soient basées sur les forces de votre région et sur les enjeux que vous rencontrez. Oui, bien, dans le fond, comme disait M. le préfet, on est vraiment satisfait de l'ajout des bureaux régionaux en termes d'immigration. Ça a vraiment facilité la relation qu'on peut avoir avec le ministère de façon courante. Sauf que des fois, c'est ça, justement, on trouve que si on aurait des idées ou on aurait des choses qu'on voudrait essayer, bien, on sent qu'eux, ils n'ont pas nécessairement d'enveloppe qui pourrait disponibiliser propre avec notre situation ou qui peut ne pas être partout au Québec, là, où, tu sais, des fois, nous, on a un territoire, mettons, très grand, où, tu sais, qu'on aurait d'autres spécificités qui ne sont pas nécessairement partout. Fait que ce qu'on se dit, c'est que nos bureaux régionaux finissent par bien nous connaître. Fait que des fois, ça pourrait être peut-être un intervenant intéressant qui pourrait avoir cette enveloppe-là plus discrétionnaire à eux, puis eux-mêmes peut-être des fois décider comment ils peuvent nous aider ou nous donner une chance d'essayer des choses plutôt que se référer des fois au ministère plus large que oui, il y a des enveloppes d'innovation. On sait que le volet 5 du PACI, mais des fois, c'est d'un point de vue terrain, nous, quand on posait des questions sur cette enveloppe-là, bien, des fois, régionale, c'était pas très clair s'il y avait de l'intérêt, c'est-tu disponible, y avait-tu des fonds, des fois les critères étaient très généraux aussi, fait que on sentait que c'était un petit peu plus loin, fait qu'on savait jamais si à quel point cette innovation-là était intéressante pour le MIFI, tandis que si c'était un point de vue régional, ben ça rapprocherait la réflexion commune de potentiels nouveaux projets. Là. Merci, M. le maire. Voulez-vous compléter? Non, ça complète très bien. Elle a très bien résumé. Excellent. Merci. Je suis allée en Gaspésie l'hiver dernier. J'ai passé une journée complète en rencontre avec de nombreux groupes de la région. Puis on m'a beaucoup fait part du besoin d'immigrants pour la région, pas juste comme main-d'œuvre, mais également pour assurer, la revitalisation, la vitalité démographique de la région et des services, des institutions. Alors moi, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question-là. Quel rôle associez-vous aux personnes immigrantes en lien avec la vitalité de la région? Bien, c'est sûr que nous, on a une démographie qui est plus vieillissante que la moyenne du Québec. Fait que c'est sûr qu'on sait que d'ici, j'ai pas les stats par cœur proche, mais d'ici plusieurs années, il y a beaucoup de
d'aînés qui devraient vendre leur maison, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que nous, on a intérêt à ce que l'immigration en Matanie continue, puis que ces gens-là puissent prendre un rôle social dans notre communauté, puis qu'on puisse, oui, il y a un enjeu de logement, nous aussi, mais en même temps qu'ils puissent, que ces maisons-là ne fassent pas une espèce de... On a déjà connu ça localement il y a quelques années, il y avait eu plusieurs maisons à vendre, fait que ça avait fait une espèce de... Économiquement, ça avait été moins plaisant. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y ait un rôle social, la vitalité de plusieurs municipalités plus dévitalisées, bien, on pense que ça pourrait être vraiment un gain social important pour notre milieu. Donc, oui, on est vraiment d'accord avec la position de nos voisins gaspésiens. Et merci. Vous parlez dans votre mémoire aussi d'une demande là, pour bonifier la définition de la régionalisation en ajoutant des nouveaux critères et régionaux. Et là, vous faites référence notamment à un indice de vitalité économique qui devrait être intégré, inséré, considéré pour vraiment faire refléter la nature de la dynamique qui prévaut chez vous. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser là, votre vision par rapport à ce nouveau critère-là? Comment est-ce qu'il se définirait, il se déclinerait? Puis, est-ce que l'indice de vitalité démographique pourrait aussi faire l'objet d'un indicateur de votre point de vue? Donc, je vous laisse aller là-dessus. Bien, nous, on s'appuie surtout sur l'indice de vitalité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a, je crois, 5 critères. Il y a des critères plus en lien avec l'emploi, mais je crois que la démographie, je ne suis plus certaine, là, mais il me semble que c'était inclus aussi. Là. Fait que c'est vraiment, c'est pas juste une question de... Donc, c'est quand même, on trouvait quelque chose de quantitatif, plutôt, je m'excuse, qui existait déjà, qui pouvait être facilement repris. C'est parce qu'on trouve souvent qu'en termes de régionalisation, c'est souvent la région métropolitaine versus en dehors de la région métropolitaine, mais tu sais que ça inclut comme tous les milieux confondus, alors que nous, on trouve qu'il y a des milieux qui sont plus dévitalisés, il y en a d'autres en dehors de la région métropolitaine qui vont être plus vitalisés. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas à une espèce d'équité régionale qu'on aimerait des fois plus avoir avec un petit peu plus de détails de si si un milieu comme nous est plus dévitalisé, bien, peut-être qu'on ait plus de ressources pour pouvoir combattre des petites tendances sociales des fois qu'on peut avoir lié justement à la dévitalisation, comme nous, on a un taux des fois de littératie qui va être moins élevé, ou on va avoir un taux de scolarité des fois moins élevé. Fait que des fois, c'est d'amener un changement social en lien avec le vivre ensemble, avec l'ouverture à la diversité, quand ici, il y en a moins que dans les milieux plus urbains. Bien, ça demande plus de travail de sensibilisation que nous, on voudrait faire plus, mais par manque de ressources, bien, des fois, on n'en a pas. Fait que si on se dit, si c'était reconnu comme milieu dévitalisé puis que l'enveloppe était comme modulée de façon à... Bien, on pense que ça nous donnerait peut-être plus de chances de mieux travailler notre milieu selon ses besoins. Fait que des fois, on trouvait que c'était pas juste des fois d'être en compétition avec des milieux très en croissance économique, alors que nous, tu sais, oui, il y a du RAVIT qui s'en vient, puis on est très contents, mais il y a quand même des tendances sociales qui sont quand même en cours qu'on surveille. Donc, c'est ça. OK. Bien, merci. Est-ce que vous avez eu aussi des échos du milieu entrepreneurial ou des organismes en lien avec la présentation de notre réforme de l'immigration, particulièrement pour les travailleurs qualifiés? Est-ce que vous avez eu vent là, de commentaires appréciatifs ou moins, ou se questionnant par rapport au programme de sélection des travailleurs qualifiés? Bien, nous, c'est plus notre organisme de développement économique là, qui s'en occupe, puis qui avait une entente avec la SDED de Drummondville là, qui s'en occupe. Oui, bien nous, on avait, avec Développement économique Matanie, on avait une entente avec la SDED. On pouvait faire des missions à l'international avec eux, mais là, dernièrement, cette entente-là a été mise fin due à une très, très grosse amende du côté de la SDED qui est du côté de Drummondville. Donc, malheureusement, on ne pourra plus bénéficier de cette entente-là. Donc, on bénéficiait de beaucoup de ressources que nous, on n'avait pas nécessairement les moyens de se payer. D'où le pourquoi, quand on parle beaucoup de l'indice de vitalité économique, on l'a testé un peu avec le FRA volet 4 via le ministère des Affaires municipales. On a des sommes qui sont bonifiées, on a des sommes qui nous sont données via l'indice de vitalité économique qui nous donne une chance d'être capable de soit créer des nouvelles choses ou des nouvelles activités ou peu importe, mais avec ça, au moins, le montant est modulé en conséquence de l'indice de vitalité économique là, pour chaque milieu et chaque territoire. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Madame la Présidente, je vais céder mon droit de parole. Merci, Madame la ministre. Alors, je reconnais la députée de Vimont. Il vous reste 15 minutes 11 secondes. La parole est à vous. Parfait. Merci à Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Merci d'être présents. On va reparler d'indice de vitalité économique, justement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important. En fait, dans votre mémoire, vous parlez des paramètres de financement, justement, du PACI.
Et vous ne voulez pas finalement que ce financement soit seulement réparti sur les 3 zones. Moi, j'aimerais savoir maintenant, je pense connaître déjà votre réponse, mais quelles seraient justement, avez-vous des suggestions pour que l'indice de vitalité économique puisse davantage bénéficier au MRC? Bien, c'est sûr que nous, c'est ça qu'on disait un peu dans le mémoire, mais en rajoutant peut-être on voulait comme rajouter peut-être un niveau d'analyse ou de répartition, puis c'est pas nécessairement d'enlever les 3 zones, là, parce qu'on comprend mais de rajouter peut-être une couche de plus d'analyse justement par niveau, de peut-être reprendre les 5 niveaux de vitalité qui existent déjà, puis que c'est très normé quand même comme critère, puis de juste s'inspirer de ce que l'autre ministère de l'Habitation puis des Affaires municipales fait. C'est ça, nous, on croit que ça pourrait, sans nécessairement tout refaire le fonctionnement, mais ça rajouterait peut-être une équité de rajouter un petit volet de tri de ça ou de... Parce que nous, pour un exemple très concret, là, la Haute-Gaspésie, c'est la MRC juste à côté de nous, puis eux, ils tombent dans l'autre catégorie, dans la zone 3, ça change... On n'a pas le même volume, là, mais en termes de par personne, par cible, ça a un effet vraiment important, je trouve, en termes de financement, alors que sur le terrain, on a les mêmes enjeux ou presque, là, on est voisins, donc de rajouter ça, peut-être ça viendrait diminuer cette... moi, je trouve que c'est un petit peu inéquitable, mais ça rajouterait peut-être une justice un peu entre les régions là, selon notre niveau de vitalité. Là. Je vais aborder avec vous la question au niveau de l'immigration. On comprend que vous aimeriez en avoir davantage. Par contre, vous êtes pas positionné sur les deux seuils qui ont été proposés. Est-ce que vous auriez envie peut-être d'en parler davantage, peut-être de débattre sur ces 2 seuils-là? Bien, nous, c'est parce qu'en même temps, notre position, c'était que les personnes immigrantes dans ces 2 scénarios-là ne se rendent pas en majorité. Ils sont comme bloqués par d'autres aspects structurels, des fois avant de se rendre en Matanie, dans leur parcours de vie. Fait que nous, on n'a pas nécessairement, j'ai pas l'impression que localement, on sentirait beaucoup la différence dans un scénario ou dans l'autre, parce qu'on il y a certains enjeux déjà en cours. Donc, c'est pour ça qu'on se positionnait pas nécessairement sur ces 2, parce qu'on avait de la misère à quantifier comment ça allait se rendre dans un scénario ou dans l'autre. Ce qu'on s'est dit, vu que la régionalisation se produit, mais à petit volume, pour l'instant, on trouvait pas que c'était un impact sur notre milieu là, différent d'un scénario ou l'autre. On avait trop de difficultés à se positionner. Mais si je comprends, vous êtes capable un peu de chiffrer, de voir qu'est-ce que la capacité d'accueil dans votre région? Bon, on n'a pas de chiffre magique à vous sortir aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on connaît notre milieu. Fait que, on connaît les enjeux de transport collectif. Il y a des enjeux qu'on a comme tout le monde, mais à des niveaux variables parfois localement. On a fait une étude récemment, la MRC a fait une étude du logement. Donc, c'est sûr qu'on est allé chercher quand même des chiffres un peu plus sur notre portrait à nous, qui n'est pas nécessairement la même chose que ce qu'on entend dans les médias. Oui, on a des enjeux, mais des fois, on s'est rendu compte que c'était peut-être certains groupes plus précis que d'autres. Donc, ça venait peut-être préciser l'action qu'on veut faire localement là, pour répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve qu'en ayant des programmes plus malléables par région, il y a peut-être des régions qui seraient capables de lever la main et de dire on n'a peut-être pas le chiffre de capacité d'accueil exact, mais on pense que sur tel enjeu, on peut faire ça ou qu'on pourrait plus facilement y aller par région différente que par des grandes mesures là, pour tout le monde. Là. Parce que c'est ça que le préfet disait, on trouve des fois qu'il y a un petit milieu, on peut plus facilement se revirer localement avec nos partenaires puis essayer des projets ou trouver des solutions à plus petite échelle. Puis on trouve que c'est bien pour la capacité d'accueil. Ma question s'adresse à Monsieur le préfet. Vous avez, à plusieurs reprises, au tout début là, de la présentation, vous avez employé le mot « enracinement ». Semble un mot qui est important à vos yeux. Est-ce qu'on peut un peu développer là-dessus? J'ai eu la chance d'ailleurs avec Madame la ministre de l'accompagner dans cette tournée des régions où on a été dans votre région cet hiver. Et effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Alors, j'aimerais un petit peu vous entendre là-dessus, sur ce mot-là. À quel niveau vous le percevez? L'enracinement, là, écoutez... oui, c'est beau, c'est bien faire l'accueil de nouveaux arrivants, mais nous, ce qu'on veut, c'est être capable de les garder à long terme.
un peu comme Annie disait tantôt, on a une population qui est quand même vieillissante. On a des revenus médians qui sont plus ou moins... on a un taux de travailleurs de 25 à 64 ans là, qui sont dynamiques là, au niveau du marché du travail. Il y en a beaucoup qui prennent leur retraite. Malheureusement, si on y va avec la perspective des prochaines années, la Matanie va décroître beaucoup en population. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes immigrantes se sentent bien ici en Matanie, puis de trouver les moyens, puis avoir les outils nécessaires pour être capable de bien les accueillir pour qu'ils s'enracinent vraiment à 100%. Moi, je suis un Matanien pur laine. Je suis venu au monde en Matanie, je suis parti travailler à l'extérieur, je suis revenu. J'ai un sentiment d'enracinement pour mon territoire. Mais moi, ce que je veux, c'est être capable de le donner aux immigrants également pour qu'eux se sentent bien chez eux. Maintenant, trouver les outils, mais il faut les trouver, mais il faut avoir les moyens de les faire aussi, ces outils-là. Vous avez besoin, vous parlez d'outils, mais concrètement, c'est quoi? Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de services supplémentaires? C'est quoi pour vous cette aide-là que vous avez besoin? Je laisserai Mme Veillette là-dessus, je pense à des bonnes réponses. Mais ça, tu sais, nous, on fait des fois des petites actions en lien avec l'enracinement, mais tu sais, ce qu'on voudrait des fois, c'est pouvoir plus travailler le sentiment d'appartenance, d'avoir peut-être plus de financement là, dans la pleine participation, mettons, pour le PACI. On a des fois des fonds pour faire des activités, mais d'avoir des choses pour favoriser plus c'est ça, le sentiment d'appartenance propre à notre territoire, que des fois, le programme du MIFI, c'est plus le sentiment d'appartenance au Québec, puis c'est très correct de le développer, mais des fois, on aimerait ça que ça soit qu'on puisse avoir une petite enveloppe pour le sentiment d'appartenance plus local. Puis parce que nous, ce qu'on se rend compte d'un point de vue statistique, c'est qu'on reçoit quand même beaucoup de nouveaux arrivants, mais on a comme des fois un problème de rétention. Il y en a qui repartent, que ce soit des nouveaux arrivants québécois, mais aussi de l'immigration. Donc, en termes d'outils, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui a fonctionné pour ceux qui ont resté, puis ceux qui ça n'a pas fonctionné. Fait que des fois, ça serait peut-être aussi d'avoir plus de recherche ou que, tu sais, soit localement ou à l'échelle du Québec, là, mais d'avoir plus d'informations. Tu sais, quand ça a bien marché, qu'une personne migrante a décidé de s'enraciner en Matanie, c'est quoi les facteurs? Est-ce que c'est des profils plus qu'un autre? Parce que c'est sûr que pour nous, la régionalisation, si on savait que, tu sais, nous, sur le terrain, des fois, on se rend compte qu'une famille, ça a plus de potentiel de rester qu'elle arrive, une famille déjà formée, les parents ou avec les enfants, que des fois des jeunes professionnels, qu'eux autres, tu sais, des fois, s'ils cherchent quelqu'un d'un compagnon amoureux puis qu'ils ne le trouvent pas, ben, des fois, ils peuvent repartir. Donc, puis en région, ben, parce qu'on a une plus petite population, des fois, le bassin, c'est très technique, là, mais le bassin de gens avec qui ils peuvent se rencontrer est limité. Fait que des fois, on a vu des gens repartir, des fois, pour des raisons comme ça. Des fois, ça peut être juste, viennent-tu d'un milieu plus urbain, d'un milieu plus rural, peut-être dans leur pays d'origine. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça marche mieux, que ça marche moins bien. Donc, des fois, ce serait d'avoir peut-être aussi ce genre de... Donc, soit des ressources pour nous-mêmes, avoir plus de temps pour travailler ça avec nos résidents, que ça a bien fonctionné, même ceux qui partent. Là. À un moment donné, on parlait d'une entrevue de sortie de la Matanie, comme les entreprises font en ressources humaines, mais qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qui, dans votre intégration, n'a peut-être pas fonctionné? Ou des fois, ils ont le droit d'aller ailleurs aussi, mais des fois, on sent que c'est parce qu'on n'a pas réussi à bien les attacher dans notre milieu et qu'ils ont bien créé leur réseau. Donc, des fois, ça serait d'avoir plus de ressources, oui, financières, soit pour nous en temps de mieux investiguer ça ou de financer peut-être de la recherche sur la rétention en région. Ça serait peut-être quelque chose de vraiment intéressant pour nous comme information à utiliser pour mieux centrer où on met nos efforts de régionalisation. C'est très intéressant, justement, ce que vous soulevez, l'enracinement, mais plus régional, finalement, que peut-être le Québec, parce qu'effectivement, je pense que certaines régions ont vraiment leur particularité, un petit peu comme vous l'avez mentionné. Est-ce que j'ai encore du temps? Il reste 6 minutes. OK, parfait. Vous avez mentionné tantôt la proximité des bureaux du MIFI, des bureaux régionaux qui ont été réouverts sous le gouvernement. Vous semblez être satisfait quand même du soutien, mais assez limité aussi, je pense, au niveau de l'action. Quand on parle de... Vous vous sentez limité à quel niveau? Parce que vous l'avez mentionné à quelques reprises. Vous semblez justement bien aimer cet échange-là, mais il semble avoir un espèce de mur, là, si on peut employer le terme, là, qui vous empêche d'avancer dans votre mission. C'est quoi exactement que vous rencontrez? Ben, nous, on a une conseillère régionale, mais elle s'occupe de notre MRC. On y parle souvent. J'ai l'impression qu'elle et son équipe régionale là, sont très au courant de nos enjeux en Matanie.
de nos enjeux. Comme là, nous, on n'a pas le soutien à la mission, donc d'un point de vue administratif très concret dans notre organisme, c'est vraiment quelque chose qui complexifie notre gestion interne. Fait que on en parle souvent, mais après ça, s'il n'y a pas d'appel de PSM ou si quand il y en a un, on n'est pas choisi, ben eux autres, ils ne peuvent pas nous dire voici une petite enveloppe pour aider à payer ton audit parce que parce que les audits ont explosé. Là, c'est très administratif, là, mais nous, on est obligés par nos programmes ministériels de faire un audit. Mais là, quand on a juste des petites enveloppes à projet puis qu'on maximise notre salaire pour offrir le plus de salaire de services plutôt à notre population, ben là, on se retrouve des fois avec des frais administratifs qu'on rentre dans des programmes de projets, puis que mes filles nous écoutent, l'équipe régionale nous écoute quand on leur parle de ça, puis je sens qu'ils ont beaucoup d'empathie humainement là, pour ce qu'on vit, mais après ça, d'un point de vue administratif, d'un point de vue de financement, ben on a l'impression qu'ils se revirent vers le MIFI plus Québec, là, puis qu'ils disent, bon, ben on ne peut rien faire de plus pour vous aider concrètement. Là. Fait que c'est pour ça aussi, des fois, qu'on se dit, si localement, régionalement, des fois, ils pourraient nous soutenir de façon plus ponctuelle, ou on n'a pas de précision exactement sur quel genre de soutien. C'est juste que quand on vit un enjeu et qu'on leur parle, on sent qu'ils sont très réceptifs, mais qu'on ne sent pas qu'eux autres ils ont de la marge pour faire un changement ou trouver une solution directement. Là. Fait que c'est pas... C'est ça. Fait que des fois, on aime ça leur parler, mais après ça, on se dit, bon, s'ils n'ont pas de solution, ça nous aide puis pas. Là, c'est les deux. Oui. Je vais vous emmener ailleurs un petit peu. Ailleurs, on reste toujours naturellement dans notre sujet, mais je veux soulever avec vous un peu la francisation. Je voudrais voir comment ça marche, comment ça fonctionne dans votre région. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien? Est-ce que dans les entreprises, on sent qu'il y a un engouement pour la francisation? Pour l'instant, c'est vraiment, j'ai l'impression, propre à chaque mentalité interne de gestion. Là. Pour l'instant, on sent qu'il y en a qui ne libèrent pas tout le temps leurs employés pour de la francisation. C'est sûr que nous, on trouve que ce serait plus facilitant. Nous, localement, c'est l'École des adultes qui reprend la francisation puis qui a développé vraiment l'offre d'un point de vue des dernières années. Donc, il y a vraiment une augmentation des classes, des heures disponibles. Donc, je trouve que ça démocratise, ça facilite l'accès aux services de francisation. Mais souvent, si l'entreprise libère pas son employé, la personne se retrouve à faire ça le soir, après sa journée de travail. Là, si la personne a des enfants, on n'a pas de garderie spécifiquement pour soutenir. Fait que là, je pense que des fois, il y a des enjeux de conciliation pour l'accès à la francisation. Puis on a un enjeu, c'est ça, très rural aussi. Là. Fait que c'est sûr que s'il y a une tempête de neige, il y avait un cours, c'est plus difficile de se rendre. Mais nous, notre centre d'éducation commence tranquillement même à faire des cours. Ils sont allés à Saint-Uri, qui est une municipalité rurale. Fait qu'ils font comme un partenariat avec l'école de la municipalité, l'école primaire, pour se rapprocher d'un grand groupe de travailleurs. Donc, de ce côté-là, on sent que ça... C'est sûr que nous, il y a des petits délais avec Francisation Québec là, pour l'inscription. Fait que c'est sûr que ça va peut-être rajouter un petit délai pour certaines personnes en ce moment avec l'implantation du nouveau système. Là. Mais si on voulait optimiser dans un monde parfait, ça serait faciliter l'accès peut-être en rajoutant justement à la garderie, peut-être en forçant certaines entreprises. Nous, on le promouvoit, mais si l'entreprise décide de ne pas favoriser l'accès ou de dégager, on n'a pas vraiment d'autres options que de référer le soir. Fait qu'on sent que des fois, pour certains travailleurs, c'est difficile. Hein. Pour d'autres, ils le font avec plaisir et sont là, mais c'est ça. Oui, je comprends parfaitement. Est-ce que vous avez dans votre MRC un bel exemple d'enracinement réussi, appelons ça comme ça? En fait, on en a plusieurs. Si vous voulez consulter, on a même un micro-site en ce moment qui s'appelle « Bienvenue dans ma Matanie ». On fait des portraits là, de plusieurs personnes, dont certaines en entreprise, mais d'autres en milieu rural qui ont choisi la Matanie, qui sont bien implantées, puis qui sont comme un beau succès d'enracinement. Fait que c'est des choses aussi qu'on essaie de promouvoir localement, puis qu'on met un effort aussi à ce que ce soit le fun à consulter. Fait que esthétiquement, c'est beau. C'est des beaux portraits avec des belles photos, puis c'est très humain comme... Fait que oui, on en a plusieurs, là, des beaux cas d'enracinement, puis on essaie de s'en servir comme outil, autant de sensibilisation pour le milieu que pour donner le goût à d'autres personnes, de dire, oui, ça se fait, il y a des gens qui le font, puis même dans notre équipe au SANAM, on a plusieurs personnes issues de l'immigration qui sont des bons coups d'enracinement à des nombres d'années différentes, là, mais on en voit plein des belles histoires là, d'enracinement. C'est juste qu'on en voit aussi plusieurs que ça n'a pas fonctionné. Fait que on a comme les deux comme point de vue, mais
oui, il y en a des très belles histoires d'enracinement en région, puis on voudrait juste l'augmenter, puis d'avoir les ressources pour faire tous les efforts qu'on peut pour que ça se passe. Là. Merci beaucoup, Mme Veillette. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, ça fait 2 fois que j'entends parler de neige en l'espace d'1 heure. J'espère que vous n'êtes pas oiseau de malheur pour tout de suite. Écoutez, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec une période totale de 18 minutes. Madame la députée de Chaumédé, la période commence avec vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. J'ai bien apprécié lire votre mémoire. C'est très détaillé et beaucoup de recommandations. Ça va sûrement aider la ministre à prendre les bonnes décisions afin d'avoir de bonnes solutions pour toutes nos régions. D'abord, j'aimerais vous féliciter. Vous avez été parmi les 3 organismes finalistes au Québec pour les organisations à but non lucratif, l'édition Ulrich Chérubin en 2022. Vous devez être fiers. Oui, on était très fiers. Comment vous avez fait à participer à ce prix-là? Comment on a fait? Bien, on a soumis notre candidature, mais vous voulez dire qu'est-ce qui était... Bien, c'est une présentation comme générale là, de nos projets, puis je pense que c'était le fait que parce qu'on est en région, quand même éloigné, mais on réussit quand même à avoir des outils ou des projets qui rayonnent. Donc, je pense que c'est ça qui avait été soumis comme candidature. C'était un petit peu avant. C'est pas très longtemps que j'étais en fonction, fait que j'étais pas là, mais je pense que c'est ça qu'ils ont soumis, là, si j'ai relu les documents après. Là, mais on a fait des outils qui ont voyagé partout au Québec aussi en termes de façon concrète, justement, comme les propositions qu'on fait de répondre concrètement à des enjeux. C'est ça qu'on essaie de faire aussi avec ce mémoire, là, mais... Bien, un peu comme Mme Veillette disait, là, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés dans les dernières années, surtout pendant la période de pandémie jusqu'à temps qu'on dépose le prix. Donc, c'était vraiment axé beaucoup sur les outils qui avaient été développés là, pour au dépôt au niveau du prix Ulrich Chérubin, qu'on aurait... On aurait été très, très fiers de gagner parce que j'étais présent à la remise des prix. Là, c'était au niveau de l'Assemblée FQM. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais ce n'est que partie remise. Ouais. Mais tant mieux. Et si je comprends bien, vous avez pu partager votre expertise avec les autres régions. C'est bien ça que je comprends? Oui, par exemple, un outil très concret qu'on s'est fait beaucoup demander de s'inspirer de d'autres milieux, c'est qu'on a fait 19 fiches d'accueil avec des sujets très variés pour les nouveaux arrivants, mais ça sert aussi quasiment d'outil de sensibilisation pour les partenaires, là, parce que, tu sais, par exemple, la sécurité... d'expliquer qu'il ne faut surtout pas donner de pourboire aux policiers, c'est très illégal. Mais dans d'autres pays, c'est fait. Fait que je me disais, même un policier qui lit la fiche d'accueil sur la sécurité, ça va le sensibiliser. Une personne migrante, ça se pourrait que ça... sur la réalité. Fait que ça a été... ces outils-là, c'est quand même beaucoup de contenu qui a été beaucoup partagé. Donc, on est quand même très fiers de cette expertise-là qu'on développe d'outils utiles au reste du Québec. Ça, c'est un bel exemple. C'est vraiment drôle. C'est bon à savoir que vraiment, on a différentes façons de vivre ici, puis c'est important de le montrer aux nouveaux immigrants. Est-ce que vous trouvez que vous manquez des ressources? Depuis tantôt, je vous entends, puis on dirait que vous manquez des ressources. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que oui. Ouais. Est-ce que c'est des ressources d'argent? De quoi on parle exactement? Bien, c'est sûr que nous, oui, très concrètement, on manque de ressources financières. Là. Fait que d'un point de vue d'avoir accès à tous les programmes du ministère, là, pour l'instant, on a le PACI, puis on se fait déléguer par la MRC une grande partie du PAC. Fait que localement, on est comme l'organisme en immigration, mais aussi en sensibilisation, en promotion des relations interculturelles harmonieuses. Donc, des deux côtés, je trouve qu'on manque de ressources en ce moment pour pleinement préparer la Matanie à recevoir plus de personnes. Ou, des fois, on est limité dans les implications qu'on peut avoir dans des comités locaux, justement en habitation, qu'on pourrait peut-être s'impliquer plus puis essayer de pousser certaines solutions ou des projets pilotes. Mais des fois, par manque de temps, parce qu'on manque de financement pour nos ressources humaines, on ne peut pas pleinement faire partie des solutions locales parce qu'on y va par priorité
répondre aux besoins urgents là, des personnes qu'on a en suivi. Là. Vous comprendrez que le financement, bien sûr, impacte beaucoup sur la ressource humaine. Ouais. Si nous n'avons pas le financement suffisant, bien sûr, on ne sera pas capable d'avoir assez de personnes pour être capable de faire de l'accompagnement. Donc, c'est un cercle vicieux. Là. Je vous ai entendu tantôt, à plusieurs reprises, mentionner que vous avez parlé avec le bureau régional de MIFI. Et puis, ils étaient à l'écoute, mais il n'y avait pas de solution. Est-ce que vous avez eu à parler par le biais des bureaux avec le ministère? Est-ce que vous avez eu des réponses claires de la ministre concernant vos besoins? Bien, c'est pas tant qu'on avait des questions qui sont pas répondues, là. C'est plus que... Par exemple, le soutien à la mission, ben, il y avait comme des enjeux techniques qui faisaient qu'on ne pouvait pas l'avoir tout de suite, mais on en a besoin depuis qu'on est incorporé en OBNL. Là, ça fait pas des tonnes d'années, mais d'un point de vue structurel, mais en même temps, si on n'est pas admissible, ben, même si on le dit souvent, ben, ils ne peuvent pas non plus nous le donner parce que il y avait des. Fait qu'ils peuvent pas non plus nous donner une nouvelle enveloppe qui n'existerait pas si. Comme le PACI, ben, ça a été gelé à l'ensemble du Québec. Fait qu'on a beau le dire, le PACI, on dépasse nos cibles depuis 3-4 ans au moins, puis ils le savent, mais si tout le monde au Québec est gelé dans leurs enveloppes, ben, même si on le dit à notre bureau régional, oui, mais nous, on a dépassé de 45 % l'année passée nos cibles en suivi individuel, mais même s'ils savent, ils ne peuvent pas nous donner quoi que ce soit. Là. Fait qu'ils nous disent « Ah, c'est bien dommage, mais... » C'est ça, c'est limité. Là. Donc, c'est pour cette raison que vous aviez mentionné, vous demandez des enveloppes régionales pour avoir la flexibilité. À la fois pour l'innovation, parce qu'on trouve que des fois, nous, on a tendance à développer des nouveaux outils ou des choses qui seraient le fun d'essayer d'un point de vue innovation, mais c'est sûr que nous, d'un point de vue très concret, puis je pense que nos collègues du CRD qui sont venus mardi passé le relevaient aussi, des fois, on a des besoins non couverts régionalement, Bas-Saint-Laurent, puis c'est sûr que d'avoir des fois des enveloppes d'aide d'urgence ou je ne sais pas trop local ou des organismes communautaires, ça ferait une différence aussi. Mais moi, je voyais peut-être que c'était différent, là, une enveloppe innovation vraiment pour quelque chose de nouveau, puis peut-être d'autres sortes de petites enveloppes pour nous aider concrètement sur d'autres choses si jamais on dépasse nos cibles ou des choses comme ça. Là. Parlant de cette enveloppe, à votre proposition 6, vous demandez de soutenir financièrement les régions pour la production de contenu promotionnel destiné aux personnes migrantes. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Est-ce que c'est ça, élaborer là-dessus, parce que j'aimerais savoir si c'est localement ou mission étrangère, de quoi il s'agit exactement, votre suggestion? Ben, c'est sûr que d'un point de vue étranger, là, on avait l'entente avec la SDED qui nous... En tout cas, là, ça va moins bien, mais on pouvait aller... notre organisme de développement économique pouvait aller en recrutement. Fait que c'est sûr que ça, d'un point de vue international, ça aidait beaucoup. Mais notre recommandation dans le mémoire, c'était surtout en lien avec... Oui, on sait qu'il y a plusieurs organismes à Montréal qui font de la régionalisation, mais ce qu'on sent des fois, c'est que c'est difficile pour eux de promouvoir une région ou plus, puis que d'avoir vécu déjà en salon, de dire « Ah, c'est le fun d'être en région, on ne vit pas le stress de la ville », mais tu sais, ça va être aussi vrai, c'est à Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Fait que des fois, c'était de se dire comment on fait à distance pour montrer qui on est comme région, puis faciliter le travail des gens qui sont en emploi en région ou qui sont de la régionalisation à partir de Montréal. Bien, moi, je me mets à leur place, puis je me dis des fois, ça doit être difficile de pousser plus une région ou une autre à une personne s'ils ne les connaissent pas de façon un petit peu plus détaillée en termes de loisirs ou je sais pas, d'offres de paysages ou des fois. Fait que je me disais, ben, si nous, on pouvait produire plus de contenu qui présente la Matanie, le Bas-Saint-Laurent, ben, ce serait peut-être plus facile quand à Montréal, ils veulent référer pour X ou X raison, telle région plutôt qu'une autre, tandis que là, ben, c'est comme propre à chaque région d'essayer de se financer un peu de budget pour se démarquer des autres. Puis là, ben, nous, justement, dans un contexte de dévitalisation, ben, des fois, on sent qu'on n'a peut-être pas autant de ressources que d'autres milieux qui sont plus, en tout cas, qui ont plus de moyens. Là. On va le dire comme ça. Une fois que vous avez attiré les immigrants, comment fait-on pour bien les recevoir, bien les intégrer? Quelle est votre solution? En Matanie, on en a plusieurs, mais nous, c'est sûr qu'on va d'une part
répondre aux besoins individuels d'information. Mais nous, quelque chose qu'on a débuté en Matanie, qui est vraiment un succès depuis 12 ou 13 ans, on appelle ça Réseau Matanie, puis c'est vraiment une opportunité de mélanger à la fois la communauté d'accueil, les nouveaux arrivants québécois ou issus de l'immigration, puis c'est vraiment des activités mensuelles où ils vont découvrir le territoire, socialiser entre eux, fait que ça permet autant à ceux qui sont bien implantés dans la région de faire un réseau de contacts. Mais c'est sûr que nous, tout est très social. Là. Tout ce qui est l'intégration, on pense que c'est se faire des amis, connaître les services, puis de créer ces liens-là avec plusieurs personnes. Donc, nous, c'est à la fois informatif, mais après ça, rapidement, on essaie de les diriger vers des services pour connaître des gens, se faire des amis, avoir des activités pour créer ce lien-là plus émotionnel avec le milieu. Là. Est-ce que vous avez assez d'accompagnement de la part du ministère pour pouvoir continuer vos activités que vous offrez aux immigrants? Bien, en ce moment, comme on dépasse, en termes de suivi individuel, en ce moment, on en manque là, parce qu'on dépasse la cible annuellement depuis au moins 4 ans. Fait que c'est sûr que quand on dépasse la cible, c'est un petit peu difficile pour l'équipe de savoir, OK, toutes les nouvelles personnes qu'on accompagne, on le fait quasiment bénévolement ou en compressant le financement qu'on devrait avoir pour l'année au complet. Fait que c'est difficile de... On se retrouve souvent dans des situations où on maximise tellement le salaire que là, on manque de frais de déplacement, on manque de frais administratifs, et qu'on est souvent dans une espèce de gymnastique pour fournir des services. C'est moi ce que je crains avec l'arrivée de peut-être de volumes supplémentaires, si le financement qu'on reçoit n'augmente pas, bien, c'est quand même nous, on se retrouve comme à l'urgence à mettre des codes de toi, ton besoin est plus urgent, OK, on va se dépêcher à te voir, mais toi, tes liens sociaux, c'est moins urgent. Quelqu'un a besoin d'aller trouver un logement ou de comprendre comment le système bancaire marche, ça, c'est plus prioritaire. Fait qu'on c'est sûr que nous, on veut recevoir plus de personnes immigrantes puis avoir les services pour, mais il faut vraiment qu'on ait besoin de plus d'appui financier là, pour bien répondre à leurs besoins. On ne veut pas se sentir obligé non plus d'être obligé de couper dans certains services pour être capable de répondre à la demande non plus. On va être capable de donner le même service à chaque personne qui va se présenter ici. Là. Vous parlez tantôt de 250 travailleurs seront nécessaires prochainement, dans les prochains mois ou prochaines années. Considérant ce nombre-là et puis tous vos défis, est-ce que, en plus de tout ça, est-ce que vous avez assez de logements pour recevoir ces gens-là? Parce que c'est pas nécessairement juste un travailleur, mais ça peut être des familles avec des enfants. En ce moment, on a plusieurs... J'avais écouté la ville de Repentigny qui disait qu'elle était construite à 100%, mais nous, en Matanie, c'est pas ça notre enjeu. Puis on a la chance d'avoir plusieurs... Dans la ville de Matane, qui est notre ville-centre, on a plusieurs constructions nouvelles. Fait que c'est sûr qu'on a quand même de l'espoir en termes de logement. Tout n'est pas parfait, puis on aimerait qu'il y ait plus de construction en milieu rural aussi. Mais de ce côté-là, on sent qu'il y a quand même de l'espoir. C'est sûr qu'avec localement, on se concerte beaucoup, puis on travaille activement à répondre à ça, mais je pense qu'on est mieux placé que certains milieux en ce moment, donc on est alerte, mais pas négatif, j'ai l'impression. Là, vous comprendrez que c'est sûr que l'annonce de la venue de 250 nouvelles personnes a suscité beaucoup d'engouement envers des promoteurs immobiliers. Donc, les promoteurs immobiliers commencent à cogner aux portes des municipalités, autant la ville-centre, la ville de Matane, que les municipalités aux alentours pour être capables de venir s'établir ou de construire des édifices à logement ou créer de nouveaux développements. On a une opportunité actuellement, puis on n'est pas, on a quand même encore un bon niveau d'abordabilité du logement en Matanie. C'est sûr que du logement abordable, ça va toujours nous en prendre plus, mais on n'est pas encore en état d'alerte de ce côté-là. Là. Bien, tant mieux. À votre proposition 7, à la page 11, vous parlez de la francisation. Vous apportez plusieurs suggestions et recommandations concernant les cours de francisation. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Quel est votre point de vue concernant une francisation qui serait bien faite? Optimal, oui. Ouais. Tantôt, je t'ai un petit peu parlé, mais je pense que ça serait vraiment de faciliter l'accès, autant d'un point de vue familial, s'il y a besoin de services de garde pendant les cours. Moi, je pense que c'est le gouvernement aussi pourrait des fois mettre plus de pression sur les entreprises pour que ça soit
prioriser en termes de temps, ça ferait peut-être une différence pour plusieurs travailleurs. Continuer à encourager les services de francisation à, justement, s'ils font des points de service en ruralité, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter l'accès. Puis de continuer à augmenter les ressources. Là. Mais c'est sûr que nous, localement, il y a eu des embauches en termes d'enseignement pour le français, fait qu'on sent qu'il y a vraiment un intérêt du milieu, nous, c'est le milieu scolaire, là, qui est vraiment intéressé à développer le service. Là. Fait que c'est de les soutenir à être le plus accessible possible pour les participants. Vous parlez ici vous n'êtes pas les seuls qui parlent de ça, dans les régions, les distances à parcourir pour accéder à ces cours-là. Même les cours à distance aussi se remplissent rapidement. Est-ce que vous croyez qu'on devrait ajouter ou on ne devrait pas avoir de limite pour ces cours-là, surtout à distance? Parce que vous avez parlé de... même les autres régions là, parlent de flexibilité d'horaire afin que ces immigrants-là apprennent le français et puissent réussir dans leur francisation, disons. Bien, je pense que ça peut être un outil technologique intéressant. Nous, dans le mémoire, on parlait surtout de la session oui. Fait que je ne sais plus si oui, c'est comme un petit programme dans le PACI. Fait que je ne sais plus si... mais dans les deux cas, je pense que l'aspect numérique est intéressant. Mais en même temps, l'apprentissage d'une langue, je pense que ça peut être complexe. Fait que il ne faudrait pas que ce soit... Parce que je comprenais d'autres intervenants, c'est pas idéal si c'est 100% en ligne. Là, fait que c'est sûr que ça met une distance puis ça peut ralentir peut-être certains apprentissages. Nous, session oui, c'était vraiment un petit détail, mais c'était vraiment le cours offert par le MIFI pour l'apprentissage de la culture québécoise. Que ça, nous, on a des enjeux localement. Là, on a offert la session en ligne à des gens de d'autres régions du Québec, puis c'était difficile de... En tout cas, c'était très technique comme recommandation, celle-là. Là, je ne sais plus par cœur là, si c'est en lien avec le français ou session oui, votre question. Là. Concernant les travailleurs migrants étrangers qui viennent, tantôt vous avez parlé de la transformation alimentaire, permis fermé, puis vous avez trouvé que il y avait certains problèmes avec les permis fermés. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Bien, c'est sûr que je pense pas qu'on est les premiers intervenants à relever ça, mais je pense que c'est d'un point de vue structurel, avoir un permis fermé, ça met certains travailleurs dans une position très précaire. Nous, notre position comme service qui donne des services aux personnes immigrantes, ce que je trouve dommage, c'est que nous, d'un point de vue de suivi individuel avec le PACI, bien, la transformation alimentaire n'était pas admissible. Fait qu'on ne pouvait pas les compter dans nos cibles, puis le financement n'était pas du tout couvert pour nous, pour ces personnes-là. Donc, c'est sûr que ça nous mettait dans une position de, bon, on défonce déjà nos cibles de personnes admissibles au service. Là, on sait qu'il y a des personnes qui ont des besoins de plus qui sont même pas admissibles au service, mais en même temps, on est un organisme communautaire. Fait que c'est sûr que la journée qui se présente à nos portes, on répond au service puis on essaye d'aider comme on peut. Mais là, en ayant cherché une autre enveloppe, ça nous a vraiment... On est vraiment capable de bien répondre aux dossiers, aux besoins, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur la défense des droits, connaître leurs droits. Dès que c'est des travailleurs hispanophones, l'enjeu de la langue, même s'ils sont en francisation, même s'ils veulent, le fait qu'ils ne sont pas là longtemps, c'est plus compliqué pour apprendre la langue, ceux qui sont en milieu agricole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la députée. Donc, cette période-ci vient de se terminer. Nous allons clore avec le député de Matane-Matapédia pour une période de 6 minutes. Le temps est à vous, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame Veillette, Monsieur Turcotte, chère Annie, cher Andrew, on se connaît bien. La fierté que j'ai comme député que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette présentation témoigne aussi du succès du SANAM et des travaux de la MRC de la Matanie pour bien accueillir les gens issus de l'immigration dans notre région. C'est un succès fantastique. On peut parler du cégep de Matane, on peut parler de cette structure, on peut parler de notre ouverture. C'est nécessaire, mais aussi il y a une contrepartie. Il faut s'assurer que les gens qui choisissent notre région soient heureux. Ce n'est pas uniquement nos besoins à nous, c'est leurs besoins aussi, qu'ils soient heureux, qu'ils trouvent un appartement, un réseau social, avoir accès à des services. Donc, oui, on a de belles histoires d'intégration partout sur notre territoire. J'y participe souvent, je finance comme je peux que le support à l'action bénévole. Donc, je veux vous témoigner de tout mon soutien et je vais moins vous questionner sur ce que vous faites que sur ce qui est nécessaire
pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites et faire de nouvelles choses qui sont issues des observations que vous avez, des besoins qui apparaissent. Mais juste avant, sur les seuils d'immigration, parce que la question vous a été posée de prendre position sur cet enjeu. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. L'enjeu, c'est de s'assurer qu'il y en ait davantage dans les régions, puis moins à Montréal. Donc, on peut avoir le même seuil, mais réparti différemment. Alors, qu'il y en ait davantage dans les régions, il y a beaucoup d'avantages. Au plan démographique, ça paraît davantage. Au plan de l'intégration en français, ça paraît davantage. Les mentalités ont beaucoup changé. Alors, moi, si j'avais une recommandation à faire au gouvernement du Québec, outre que de maintenir le seuil à ce qu'il est présentement, d'ailleurs, le commissaire à la langue française, c'est ce qu'il dit au gouvernement, une meilleure répartition dans les régions, donc avec les incitatifs nécessaires. Je veux vous donner la tribune pour que vous puissiez indiquer quelles sont les demandes que vous avez présentement avec le ministère de l'Immigration qui sont nécessaires à court terme. Et transparence totale, Madame la Présidente, j'ai signé pas plus tard qu'hier une lettre d'appui au SANAM pour ces demandes. J'ai bien revisé ce qu'ils font. C'est une situation qui est fragile, je pense qu'on peut le dire comme ça. Les succès n'expliquent pas, par exemple, qu'il y a peu de ressources. Autrement dit, il ne faut pas se fier là-dessus. Donc, pouvez-vous nous repréciser, et peut-être que la ministre aura de bonnes nouvelles éventuellement dans les prochains jours à vous donner, qu'est-ce que vous demandez directement et dans quel programme? OK. On va y aller en détail. C'est sûr que pour le gros programme de soutien aux personnes migrantes qui est le PACI, déjà, quand on dépasse nos cibles, de se faire payer pour les cibles qui sont dépassées, je pense que c'est une demande qui n'était pas juste en Matanie, là, ce serait quelque chose déjà de positif. C'est sûr qu'on a une augmentation des besoins, fait qu'on aimerait ça sentir que de ce côté-là, on est soutenu de façon réaliste avec ce qu'on demande. Ça, c'est une demande qui est plusieurs milieux la font en même temps. Nous, d'un point de vue du PAC, qui est le programme d'appui aux collectivités, on aimerait avoir plus de sommes pour pouvoir sensibiliser le milieu, vraiment préparer notre milieu à bien accueillir, à bien favoriser les relations harmonieuses avec les personnes issues de la diversité ou de l'immigration. Donc, parce qu'on sait que le travail est important à faire, là, de vraiment, des fois, mettons un exemple super précis, juste l'urgence de l'hôpital. Des fois, il faudrait peut-être qu'il soit sensibilisé à recevoir une personne immigrante ou hispanophone qui est un travailleur temporaire ou l'intervenante psychosociale ou l'éducatrice de CPE qui a une famille immigrante. Des fois, c'est des enjeux spécifiques que si on n'a pas ce travail de préparation-là, on peut facilement tomber dans des problèmes de communication interculturelle qui ont des enjeux assez rapidement qui peuvent être négatifs pour les personnes, les deux côtés. Puis nous, très concrètement, la lettre d'appui, je me doute c'est pour quel programme, mais vendredi, on dépose une deuxième fois, on s'essaie pour le soutien à la mission du MIFI. Pour nous, ça aura vraiment un impact très, très important là, d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue de pas surutiliser nos ressources humaines pour des choses comme des fois on est obligé de faire d'un point de vue administratif. C'est vrai. Ah oui, allez-y. Non, mais je voulais vous laisser continuer. Donc, en primeur, là, la ministre apprend qu'elle va recevoir une deuxième demande du SANAM pour le financement de base. Alors, je l'ai dit devant témoin, j'espère que ça va fonctionner et qu'on aura bientôt une bonne réponse pour cette organisation. Vous êtes témoin de cette demande. Quand vous parlez également de l'adaptation, que ce soit dans les réseaux, la santé, l'éducation, de la francisation également qui se fait sur le territoire de la Matanie, on a du rattrapage à faire. Il y a des institutions qui sont plus rapides que nous. Il y a une grande épicerie à Matane qui a déjà aménagé toute une section mexicaine parce qu'on a une communauté mexicaine qui est particulièrement présente, engagée, sympathique, très appréciée de la population locale. Eux autres, ils ont bougé rapidement. Il faut que ça bouge partout. Alors, ce que vous faites, moi, j'aimerais avoir le même type d'organisation dans la Matapédia, juste au sud, que je représente aussi, et dans la Métis, quoi qu'il y ait des annonces qui ont été faites récemment, c'est vraiment une organisation qui est modèle, mais comme bien les organisations modèles, pour qu'elles puissent continuer d'espérer, il faut leur donner les moyens pour réussir, et tout le monde sort gagnant. Alors, les demandes financières que vous avez faites, je sais d'abord que vous gérez bien l'argent. J'ai vu votre façon d'opérer. Le Québec y gagne, et notre région y gagne, qui a des indicateurs préoccupants. Il y a du rattrapage à faire au plan économique, au plan social, au plan démographique pour maintenir notre poids démographique. D'ailleurs, dans les prochains jours, on va apprendre quoi? Qu'il y a une nouvelle carte électorale et il se peut que notre région soit encore pénalisée, tout comme l'Abitibi-Témiscamingue d'ailleurs. Donc, tout ça est relié. Alors, j'espère que vous serez entendus. Avec le temps qu'il me reste... 7 secondes.
Je vous remercie de votre passage à la commission et je suis fier de vous et j'espère que pour longtemps, vous serez au service des citoyens de la Matanie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Madame Veillette, Monsieur Turcotte, Monsieur le maire Turcotte, merci beaucoup pour cette audience. Merci de l'apport à nos travaux. Alors, je suspends la commission jusqu'après les affaires courantes. Merci. Bon dîner, Mesdames, Messieurs.